Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Volcy va nous faire une présentation sur la mise en jour de l'insuffisance cardiaque. You can get started. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Dr. Volcy. Je travaille dans Morehouse School of Medicine in Atlanta. Et ça me fait avec, nous avons 82 résidents internes en médecine. Et puis, ça nous fait, c'est chaque semaine, lecture sur différents topics, différents sujets. So, lecture ça, went by les semaines passées pour résidents par nous. OK, on a commencé. So, ça, c'est un board review. So, Doris, board review says to get the residents ready for their board exam. OK. Alors, elle a préparé ce qui s'appelle le board review. Je vais trouver le mot, le mot français tout de suite. Bon, alors, c'est un comité d'examen. Et ça, c'est le comité d'examen pour les résidents c'est des residents in internal medicine. Mm-hmm. Alors, ça, c'est le comité d'examen pour les résidents en médecine interne. OK. On a commencé. Merci, Doris. OK. So, objectives pour lecture ça, on a parlé de New York Heart Classification pour souffrance cardiaque. Et puis, on a parlé de un journal qui était sorti en 2200 pour nouvelles régulières sous souffrance cardiaque. Et puis, on m'a parlé de WordMed pour souffrance cardiaque. Alors, les objectifs de cette conférence ce matin, c'est que permettre aux participants de revoir la classification qui s'appelle New York Heart Functional et les étapes ou les stages de l'insuffisance cardiaque. On va aussi souligner les dernières mises à jour dans les lignes directives de 2022. Et puis aussi, on va revoir les mises à jour qui guident la thérapie médicale, c'est-à-dire les remèdes à administrer pour traiter l'insuffisance cardiaque. Okay, so I'll just say in English then, Doris. So these are the New York Heart classes, 1 through 4. And sometimes you might hear them talk about class A, B, C, D heart failure, or 1, 2, 3, and 4. The New York Heart classes, when they're talking about in the Roman numerals, 1, 2, 3, and 4, pertains to patient symptoms. Bon, alors ici, la classification cardiaque de New York a, en fait, on a quatre étapes ou 4 stages de classification. Et ça décrit les symptômes des patients. So class 1 talks about what does the patient is able to do. What is the patient able to do? The patient can do pretty much anything, no limitations. Class 2, the patient's starting to have some limitations. And class 3, there's more limitations in some activity, but they're comfortable at rest. And class 4, they're even uncomfortable at rest. Bon, alors dans la classe 1, il n'y a pas de limitation en ce qui concerne l'activité physique. Et ensuite, en 2, il y a une légère limitation de l'activité physique et le patient est à l'aise au repos.
Et puis, mais l'activité physique normale, ça donne bon, de la fatigue et de l'essoufflement. En 3, et on remarque une limitation de l'activité physique, c'est marqué. La personne est à l'aise au repos, mais de l'activité physique moins grande qu'une activité normale va causer de la fatigue. Et puis, à l'étape 4 ou au stage 4, le patient n'est pas capable de soutenir quelque activité physique que ce soit sans inconfort. Et les symptômes d'insuffisance cardiaque apparaissent même au repos. Et puis, si l'activité physique, s'ils font un peu d'activité physique, leur inconfort augmente. Okay. And so this is the same thing in a different table. But this one breaks it down in a little bit more detail. Class 3 is broken up into 3A and 3B, where symptoms with less than ordinary activity and symptoms with minimal exertion. Bon, alors ici, c'est un tableau un peu plus précis. C'est les mêmes, la même chose que sur la diapositive précédente, mais on voit ici que l'étape ou la classe ou le stage 3 est plus détaillé. Now, this is the objective assessment. So you might hear people talking about stage A, B, and C, and D. So this one is objective measures. And what's been new that I want to highlight is stage A. Alors ici, on fait, on parle d'évaluation objective et les catégories sont stage A, B, C et D. Et OK, so which was the stage? Was it A that you said that A. you... OK. Et ce que je veux, sur quoi je veux attirer votre attention particulièrement, c'est le stage A. So stage A is now categorized as people who are at risk for heart failure. And that now includes people who just have hypertension, diabetes, obesity, people who in the past have been exposed to chemotherapy that was harmful to the, toxic to the heart, or any kind of genetic variant. Anyone in this category is now classified as at risk for heart failure. So that is a lot of people. So a lot of people are now considered to be stage A heart failure, at risk for heart failure. They have no symptoms. They've never had symptoms. They have no structural changes in their heart, but they are considered to be in stage A heart failure. Bon, alors le stade A de l'insuffisance cardiaque, ça comprend des patients qui sont à risque, mais qui n'ont pas ou qui n'ont jamais eu de signes ou de symptômes d'insuffisance cardiaque et qui n'ont pas de changement ou que leur cœur ne présente pas de changement. Ce sont des patients qui souffrent d'hypertension, de diabète, d'obésité, qui ont été exposés aussi, ça peut être des gens qui ont été exposés à des agents cardiotoxiques comme certaines chimiothérapies. Ils peuvent aussi être porteurs d'une variation génétique qui favorise la cardiomyopathie, ou bien tout simplement, ils ont une histoire familiale de cardiomyopathie. Alors, ces gens-là ne sont pas atteints d'insuffisance cardiaque, mais ils sont à risque. And stage B are people that they still don't have current signs or symptoms, but they do have evidence of structural heart disease, such as you can have them with some lab markers that could indicate that they have
signs of structural heart disease. You've checked their blood levels for the cardiac enzymes. They might have some type of, let's say they have enlarged heart. So but they have no symptoms still. Et dans le stade B, ce qu'on appelle le pré-insuffisance cardiaque, les patients ne sont pas encore malades, mais il y a mais on voit certaines choses déjà, c'est-à-dire une maladie cardiaque structurelle. On voit que la pression est peut-être augmentée. Il y a aussi des facteurs de risque, comme des choses qu'on peut voir en analyse de laboratoire, des anomalies dans les enzymes cardiaques. Okay, and then stage C are the patients that we see typically in the hospital, or the ones who are symptomatic that we're managing, outpatient, that actually were being treated for heart failure with the shortness of breath, the swelling, so those are the people that are the symptomatic patients. And then stage D are small, lesser, the end stage heart failure that despite being on optimal therapy, they are still, they're in an advanced stage that's interfering with their regular life. Bon, alors, au stade C, ils ont les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Ce sont des patients qui ont des symptômes qui en avaient déjà et qui présentent des signes d'insuffisance cardiaque. Et le stade D, c'est le stade avancé. Et les gens ont vraiment des symptômes bien marqués d'insuffisance cardiaque qui vraiment les empêchent de mener leur vie normale, et même avec des hospitalisations et les efforts pour les traiter, ils continuent à ne pas bien se porter. Okay. And now, if you're looking at all the stages, as primary care takes care of stage A patients, stage B, and stage C. Stage D is mostly, with the help of cardiologists. But what is being recommended now is getting patients in connection with heart failure specialists early to help them earlier. Bon. Alors, pour le stade A, c'est les soins de première ligne. Puis, quand la maladie est avancée, naturellement, ils sont sous les soins d'un cardiologue, mais ce que nous recommandons maintenant, c'est de mettre le patient en contact sous les soins d'un cardiologue avant que la maladie soit très avancée. Okay, so just as a review, I want to highlight the heart murmurs. So an S3 is a heart murmur, a heart sound that is abnormal in those who are over 40 because it's a sign of the heart that's not, it's a sign of the heart failure. It's a known heart failure indicator with a poor prognosis, especially if you have somebody that you're seeing for, surgical evaluation, especially if the person is over 40 but not pregnant. So that is a sign of heart failure. In children, it would be normal. Qu'est-ce qu'on m'a dit? OK. Alors, le stade 3, c'est le stade qui naturellement suit le stade 2 et qui indique, OK, ventricular filling, I have to find. OK, c'est le remplissage. Alors, qui indique la fin du remplissage ventriculaire rapide.
Et on va trouver que le son en fait, du souffle, on croit que c'est dû à une tension. Et puis, on va trouver ça chez des personnes qui ont plus de 40 ans. Et si la personne n'est pas enceinte et qu'elle a ces symptômes-là, c'est pas normal. Mais chez les enfants, on va trouver. What did you say for children? It's normal in It's a children? normal finding in children and pregnant persons, I should say, rather than women. OK. Alors, c'est normal de trouver ça chez les enfants et chez les personnes enceintes. Mais chez les personnes de plus de 40 ans, typiquement, ce n'est pas normal. Okay, whereas S4, that's another extra heart sound that you can hear. So if you hear an S4, that could be heard in the list there in people who might have just hypertensive heart disease, enlarged heart, ischemic heart disease, and this is aortic stenosis or hypertrophic obstructive cardiomyopathy. But you don't hear it in people who have atrial fibrillation because it requires an organized contraction. OK. Alors, au stade 4, on l'entend juste avant le stade 1 à la fin du diastole. Et c'est causé par un remplissage ventriculaire pendant une contraction atriale. Et vous ne l'entendrez jamais chez des patients qui ont chez qui decrease fin, une décroissance ventriculaire. Mais vous pouvez l'entendre chez les personnes qui ont une maladie cardiaque ischémique, chez les gens qui ont une cardiomyopathie diabétique, des gens qui ont une maladie du cœur hypertensive. Okay, and also you don't hear it in people who have valvular disorder, mitral stenosis, because where there's obstruction of the flow of the ventricular flow. Vous ne l'entendrez pas en stade 4 si il y a une obstruction du inflow, lorsque le sang arrive dans le ventricule. Okay, so I just did that as a review. So this is a question just to kind of highlight. So I'll summarize it for time. So you have an elderly woman who's been having shortness of breath for 6 weeks, and she has hypertension and she has AFib. She is on these medications, and this is her blood pressure, and her BNP level is 211, and she has an enlarged heart on EKG. Echo is 55% ejection fraction, increased wall thickness, and this cardiac index is 2.9, which is a normal range. There's no rest or dynamic outflow tract obstruction, and she has a ventricular pressure of 40 with an enlarged left atrium. So what would her diagnosis be? So this, I just summarized it. OK. Alors, ici, on a une dame de 78 ans qui est en évaluation depuis 6 semaines pour la dyspnée à l'effort. Elle souffre d'hypertension et d'atrial fibrillation paroxysmale. Les médicaments qu'elle prend, c'est apixaban, enalapril et clothalidone. À l'examen physique, sa tension est de 148 sur 90 et ses autres signes vitaux sont normaux. Sa
son index de masse est de 38 et ensuite la tension veineuse centrale est normale et ses poumons sont clairs. Elle est au stade RES4, mais on n'entend pas de murmure. Okay, so you went through the whole thing, right? Yes. Okay. Ensuite, I just summarized it, yes. So, un électrocardiogramme montre que son rythme sinusal et aussi on a une hypertrophie du ventricule gauche et un échocardiogramme, ça montre une fraction d'éjection de 55% et puis le ventricule gauche est épaissi. Alors, on calcule son index cardiaque, c'est à 2,9 litres par minute par mètre carré. Il n'y a pas de repos ou bien de flux sortant, d'obstruction du flux sortant dynamique. Et on estime que la tension systolique pour le ventricule droit est de 44. Alors, l'atrium à gauche est élargi. Okay. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est le diagnostic de cette personne? Okay. So since we don't have, I don't know if we have a ability for the audience to participate. So what I will do, I don't know if there's anybody in the chat. So the answer here is going to be A, and the reason is she has shortness of breath, and so that's a symptom of heart failure. Even though she doesn't have an S3, remember we said S3 is a sign of heart failure, and even though her lungs are clear and she has normal pressure, and her BNP is not elevated, this one is not elevated, she's obese, which can affect the the level, and that you don't need to have somebody with congestion in the lungs or all that to be considered heart failure, because her ejection fraction is they're saying it's a preserved ejection fraction because of 55. So if you have someone who has shortness of breath, I'm sorry, Doris. So let me do it. Let me tell you, the answer is A, because if you have someone with shortness of breath with no other signs, no other causes, then that is considered to be, you have to consider that this is shortness, this is heart failure. Bon. Alors, la réponse à la question, c'est A, parce que même si la personne n'est pas essoufflée, il y a quand même des signes c'est-à-dire, parce que la personne est essoufflée, même s'il y a d'autres signes qui sont absents, cette personne-là souffre d'insuffisance cardiaque. It's not B because she doesn't have high output. This is a normal cardiac index. They would have given you other reasons for her to have high output heart failure, like, thyroid storm or some other cause. Alors, la raison pour laquelle le diagnostic, ce n'est pas B, c'est à cause de son index cardiaque. And it wouldn't be C. She has no dynamic outflow tract obstruction, usually more diagnosed at much earlier age. Ce n'est pas C parce que normalement, c'est quelque chose qui est diagnostiqué à un âge beaucoup moins avancé. And non-cardiac dyspnea, they didn't give you another reason why it could be non-cardiac. Excuse me, say that again. They didn't, there's no evidence that she has another cause
of her shortness of breath that's not heart. OK. Et il n'y a aucune indication que son essoufflement est dû à une cause autre que cardiaque. So that's the answer. That's the explanation. Okay. So this is the paper that came out. It's in multiple papers, but I'm just highlighting one of them, circulation, that came out giving guidelines for, updated guidelines for the management of heart failure. Alors ici, c'est une mise à jour des lignes directrices pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. So I'll just summarize some of the elements of this guideline. Alors, je vais vous résumer ces lignes directrices. So how did they get to this guideline? These are experts in the field that got together and studied all of the publications that came out in the scholarly journals between May of 2020 and September of 21 on the subject of heart failure and the best practices. Bon, alors les lignes directrices ont été mises à jour sur la base d'une étude approfondie de tout ce qui a été publié sur le sujet en anglais entre mai 2020 et septembre 2021. So this is the same table that I showed you before. I got it from that publication. Bon, alors, je vous ai montré cette diapositive précédemment et elle est tirée de cette publication. And they also highlighted that the terminology that is used now with heart failure, we all know about the heart failure with reduced ejection fraction, anybody who's less than 40%. They then had, then we know about the preserved ejection fraction is people who are greater than 50%. Then you had this middle of the road where they had people with mildly reduced, 41 to 49. So that's the middle of the road. They're not reduced, they're not high, but they're just in the middle of the road. Then there's this group here called improved ejection fraction. So those are people that used to be reduced. There are people that go very low, let's say 10, 15% ejection fraction, but with medication, when you recheck them, they now are better. So there was a debate on whether you should call them recovered ejection fraction, but that means that they're permanently, better, but it's better to say they're improved. Bon, alors ici, on voit, bon, la deuxième paragraphe, si je peux dire, c'est les gens qui ont une amélioration de leur fraction d'éjection parce que à cause du traitement médicamenteux. Et les deux derniers, ce sont des gens, par exemple, le dernier, ce sont des gens qui... OK. I need what you said at the bottom too, because you said it at first, and I don't remember exactly. I'm sorry, this group? Yeah. These are people who are having preserved ejection fraction, which means that it's not reduced. The ejection fraction is still a normal number. OK. Alors, en bas complètement, c'est un groupe de patients dont la fraction d'éjection n'est pas réduite. Et l'avant-dernier paragraphe, ce sont des gens qui ont une fraction d'éjection qui est un peu réduite. Le deuxième, ce sont des gens dont la fraction d'éjection s'est améliorée avec le traitement médicamenteux. Et ensuite, celui du haut complètement, ce sont des gens dont la fraction d'éjection est réduite. Yes. Okay. So when you have, depending on where you're starting out,
you started off with reduced ejection fraction with guideline directed medical therapy. We should expect you to improve to greater than 40%. Or unfortunately, if you're not improving for whatever reason, then you stay at reduced. So each person would either stay where they are or improve, or hopefully not decrease in where they are. So this table just highlights that. OK, alors ici, ce que ça illustre, c'est, bon, les gens dont, par exemple, la fraction d'éjection était de moins de 40%, on s'attend à ce que ça s'améliore, soit que ça ne descende pas plus que ça. Et on voit chez les autres aussi. En fait, dans les trois tableaux, on s'attend à ce que les gens s'améliorent et à tout le moins n'empirent pas. And this table is highlighting the treatment for stage C. If you remember, those are the people who are symptomatic. So the key thing with the medical therapy is there are some newer medications that I would like to talk about. Bon, alors ici, on a le tableau parle de le stade C. Si vous vous souvenez, ce sont des gens qui commencent à montrer des signes et symptômes. Et on parle ici de l'algorithme du traitement selon les lignes directrices indiquées pour la thérapie médicamenteuse. Okay. So as you know, the treatment, for heart failure, you should have a beta blocker, which is one of 3 medications for people who have, I'll let you translate. Bon, alors, l'un des médicaments qu'on va utiliser, ça prend absolument un bêta-bloqueur. Which is one of the 3 medicines listed here: carvedilol, metoprolol succinate, or bisoprolol. These are the beta blockers you can start with. Okay. I won't be saying them because I can't see them. Unfortunately, I have a pesky membrane growing on my eye and I can't see fine detail. Oh, okay. So, So they're carvedilol, metoprolol succinate, not tartarate, and then bisoprolol. Ce sont les 3 beta blockers. And a good way to remember, I usually tell my residents, good way to remember is not tartarate, it's succinate. Remember success with succinate. And it's anyway, so we, the guideline directed medical therapy. So one of the new ones, the old medication that would be good to add, incrementally, if somebody meets the criteria, would be aldosterone antagonists. But you have to make sure that their potassium is not too high and they're able to get on it. Then the new medications is a diabetic medication, but we use it in heart failure now, even if the person does not have diabetes. If again they're meeting the kidney criteria, is one of from a medication from this class called SGLT2 inhibitor. Bon, alors oui. Alors, on utilise, l'un des médicaments qu'on utilise, c'est l'aldostérone. Ensuite, pour des patients dont les reins sont atteints, on va utiliser un inhibiteur de SGLT2. C'est un médicament pour traiter le diabète, mais on l'utilise chez les patients qui n'ont pas de diabète. And this newer class of medication called the
ARNI. ARNI for it's ARNI. It stands for necrolysin inhibitor. So this medication can be used before you start the lisinopril or losartan, if you can. Alors, il y a un nouveau médicament qu'on va utiliser aussi, qui est un... Those are diuretics? No, it's No? a new Okay. class called ARNI. It's a? It's a new class of medication. Okay. ARNI. ARNI for short. OK. Et c'est une nouvelle classe de médicaments qui s'appelle ARNA. It's over here, this one. C'est dans le losange vert en haut. So if you have a low ejection fraction, less than 40%, patients should be on an ACE inhibitor. But even those who don't have a low ejection fraction, they're saying that you can also put them on this this class of medication. The reason why is that this class of medication has been shown that it would, patients with heart failure that are placed on this medicine, they have a 20% reduction in cardiovascular mortality, decreased reduction in heart failure, exacerbation. So it's a huge number that it would reduce them by. So what they're recommending is if you have, okay, I'll let you. All right, so this is for that new type of medication you were talking about. Yes. OK. Alors, en ce qui concerne nouvelle classe de médicaments qu'on appelle les ARNA, on a remarqué, on l'utilise chez les gens dont la fraction d'éjection est de moins de 40%, mais aussi on a remarqué que ça va réduire what does it reduces by 20% the cardiovascular mortality. Ah, OK. Alors, ça apporte une réduction de 20% de mortalité due à la maladie cardiaque. So that's a big number. So even if you have someone who is already on the lisinopril, the recommendation is to switch these patients, if you can, to this class. You have to give it a washout period, though, of taking them off of the lisinopril for about 36 hours. And then you put, or losartan, and then you put them on this one, but you have to wash them out, let it give a space between them. Make there's no contraindication that potassium is too high or something. Okay, I missed something. There was a funny noise and that covered your voice. Okay. So you did say that you put them on this medication, but if they're on lisinopril, you have to wait 36 hours before stop it. Mm-hmm. Yeah. Okay. And then you start it. And then the potassium should not be high when you're starting it. So the potassium should be less than 5 because it can also increase the potassium. OK. Alors, pour ce médicament, si votre patient prend du lisinopril, vous attendez, on cesse de le prendre et on attend 36 heures avant d'administrer les ARNA. Et il faut s'assurer que le taux de potassium ne soit pas plus élevé que 5 parce que ce médicament-là peut augmenter le taux de potassium. And so contraindications, if the person, so you should be just being able to watch for that. So that's one to really watch for and see if you can switch. The other class of medication, this class here, besides adding the diuretics, this combination, the hydralazine isosorbide dinitrate,
that's another one you could add. Historically, they have mentioned that it's particularly beneficial in Black patients, but there's some information that I added up here that they're cautioning that it might be a flawed approach if you're going by that. But historically, we have been making sure to add it to Black patients if possible. But they're saying that using it, you might want to caution when you're doing that. Bon, ensuite, il y en a un pour les symptômes persistants chez les patients noirs, même avec l'administration des bêta-bloqueurs comme de l'aldostérone et des agonistes ou des inhibiteurs, vous pouvez ajouter l'hydralazine isosortide. Hydralazine plus isosorbide dinitrate. OK. Alors c'est l'hydralazine plus l'isosorbide dinitrate. Et on dit en haut que c'est on dit que c'est particulièrement efficace pour les personnes noires, mais finalement, dans le paragraphe de texte en haut, on pense que c'est peut-être une approche qui n'est pas, disons, qui n'est pas parfaite et on vous demande d'être prudent. And once you've added, you have a patient on medical therapy, so they're on beta blocker, you've added spironolactone if needed, you've added an SGLT2 inhibitor such as empagliflozin, Lasix, and you've added the hydralazine isosorbide dinitrate if needed. So this is a gold guideline-directed medical therapy. Bon, alors, finalement, tout ça, ce que ça résume, c'est que vous avez commencé peut-être vous avez donné à votre patient de l'aldostérone, ensuite vous avez ajouté l'inhibiteur de SGLT2. OK. Ensuite, vous avez donné du Lasix, qui est un agent diurétique. Ensuite, ensuite vous avez ajouté l'hydralazine. I really have a hard time reading it. It's just too fine print, but that's not your fault. It's just my vision problems. Okay. So they've added all that. This is a guideline-directed medical therapy. Mm-hmm. And if somebody is still symptomatic and their heart rate is, and I must say that the beta blocker should be pushed up to the maximum dose that the patient can tolerate. So the maximum, dose would, the dose where they feel is really effective for heart failure for metoprolol, for example, is 200 milligrams a day. If they can maximally tolerate without feeling dizzy, then they've been maxed out and they're still having symptoms, exhibiting symptoms, and their heart rate can tolerate it, meaning their heart rate is not too low, then you could add this new medicine here called ivabradine. They have to be in sinus rhythm. They cannot be in AFib. I wouldn't like to have that disease. Alors, si après avoir administré tous les médicaments qu'on a nommés, qui sont dans le losange vert tout en bas, et que vous avez donné la dose maximum de bêta-bloqueur que le patient peut tolérer, mais que les symptômes sont toujours présents, si son cœur peut le tolérer, vous pouvez ajouter le dernier médicament qui est dans le losange jaune qui s'appelle ivabradine. Yes, you have to be in sinus rhythm. Your heart rate has to be more than 70%. Now, please note that statins are not part of the guideline-directed medical therapy. That's separate. If they meet if they have a score that's high enough to indicate that they need a statin, you can add it for that reason.
Cholesterol. Alors, il faut que, mais si vous ajoutez ce médicament-là, il faut que le rythme cardiaque soit d'au moins 70% et la personne ne peut pas être en fibrillation. And then, Sinon, of course, sinon c'est contre-indiqué de l'administrer. and so these are just, this is just a table that shows, other, possible causes, secondary causes of people getting heart failure. Bon, alors ici, on a une liste des causes secondaires qui peuvent faire qu'une personne va avoir de l'insuffisance cardiaque. Okay. So besides medication, it's good to encourage healthy habits, physical activity, normal weight, keeping the blood pressure under control, smoking, of course, to help lower the risk. And so all of those, have been associated with developing heart failure. And we want the blood pressure to be kept below 130/80. And then we already talked about the SGLT2 inhibitor, that it helps reduce the heart failure and improve survival. Bon, alors, en ce qui concerne la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, c'est important de maintenir une vie saine, des habitudes de vie saine avec un poids qui est normal, de l'activité physique régulière, avec une tension artérielle et des niveaux de glucose sanguin qui sont normaux, avoir un régime alimentaire sain, et ne pas fumer. Ce sont des choses qui réduisent les risques et puis qui ont été associés avec un faible risque de développer l'insuffisance cardiaque. Should I go back? Well, yes, I think because I had just only said one paragraph. And so, les lignes directrices de la prévention pour l'Association des maladies cardiaques offrent des recommandations pour l'alimentation, l'activité physique et le contrôle du poids. Toutes ces choses-là sont associées avec le risque de développer l'insuffisance cardiaque. La tension artérielle est un facteur de risque important et on a pour objectif d'obtenir une tension artérielle de 130 sur 80. Ça, c'est recommandé pour ceux qui sont à risque. On a découvert que les patients diabétiques ont augmenté leur temps de survie et ont été hospitalisés moins avec la prise du SGLT2I. Right. Okay. And then, okay. Interesting. Flu shot associated with significant reductions in all-cause mortality and cardiovascular mortality. Bon, ça c'est intéressant, c'est que le vaccin contre l'influenza a été associé avec une réduction importante dans toutes les causes de mortalité et les décès dus aux maladies cardiovasculaires. And so patients who are at risk, now we're recommending to screen them with the blood test, which is a BNP, beta natriuretic peptide, with collaborative care, as I was mentioning before.
it's better to have a heart failure specialist follow along with heart failure patients. It's been found that they do better. Okay, so it was the heart failure specialist with Primary care. okay. So it's kind of a team working. Yes, it's Okay. better to send them to heart failure specialists. So now they are cardiologists. Besides doing their regular resident fellowship in cardiology, they do a second fellowship now in just specializing in heart failure management. Some of them do. So those are heart failure specialists that you should be sending them to. OK. Alors, pour les patients qui sont à risque d'insuffisance cardiaque, on recommande qu'ils soient suivis par un spécialiste de l'insuffisance cardiaque en collaboration avec son médecin de famille. Et on voit que le traitement avec des patients qui ont des niveaux élevés dans leurs analyses sanguines peuvent vraiment réduire les problèmes de dysfonction systolique et de dysfonction diastolique et d'insuffisance cardiaque lorsqu'ils sont suivis par leur médecin en collaboration avec un spécialiste de l'insuffisance cardiaque. So this table summarizes what we mentioned in the guideline-directed medical therapy slide, that we would want, if the patients have high blood pressure, we need to control the blood pressure. Patients with diabetes, but even if you do not have diabetes, if you have a stage C heart failure, we put you on SGLT2. But those who are in stage A, just making sure that they're doing their best in getting their blood pressure under control, their diabetes under control. Those who are in stage B, that means that they might be not having symptoms, but they have some structural problems. So just keeping them in optimal control, giving them an ACE inhibitor if it's less than 40. Okay. OK, alors, chez les patients qui sont à risque d'insuffisance cardiaque, qui sont au stade A, si c'est des patients qui souffrent d'hypertension, on souhaite qu'ils contrôlent leur tension artérielle à un niveau optimal. Ceux qui ont du diabète de type 2, même s'ils n'ont pas de symptômes, on les traite avec le fameux SGLT2I. Et puis, ensuite, on va faire, en fait, on suit les étapes pour les garder, les contrôler pour éviter qu'ils développent la maladie. Mais ceux qui sont en stage B, qui sont en situation de pré-insuffisance cardiaque, on va leur donner ce qu'on appelle le ACE, le ACI. Ensuite, on peut leur donner, s'ils ne le tolèrent pas, on passe au médicament suivant, qui est l'ARB. Ensuite, on va leur donner le fameux bêta-bloqueur. Et puis, vous voyez en fait la liste qui est indiquée ici des médicaments à prescrire selon la situation. Now they're recommending to consider screening for a condition called amyloidosis in some patients with heart failure that might look like they might have it. So that's also a new thing. Maintenant, ce qui est assez récent, c'est qu'on recommande de
tester les patients pour voir s'ils souffrent d'amyloïdose. Okay. And also, patients with a ejection fraction less than 30%, if they are expected to survive more than 1 year, and if they've been more than 40 days after having an MI, they would be candidates for defibrillator, which is ICD, implantable cardiac defibrillator. OK. Alors, chez les patients qui sont à moins de 30%, si on veut assurer qu'ils survivent plus d'1 an, alors 40 jours après un infarctus du myocarde, on considère leur donner un régulateur de rythme qu'on implante sous la peau. Okay. And we no longer do anticoagulation for low ejection fraction anymore, except if the person has some other reason like atrial fibrillation or they've had a clot. Maintenant, on ne donne plus d'anticoagulants chez les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque sans qu'il y ait une raison spécifique pour le faire, comme par exemple des gens qui ont eu un caillou, en fait, une thrombose, ou bien qui ont... what was the other thing? Venous thromboembolism. Yeah, but the other thing was cardioembolic. What was that? If they've had a stroke from the heart. Alors, si ils ont une thrombose ou bien un accident vasculaire, là, ils doivent absolument avoir des anticoagulants, mais si ce n'est pas le cas, on n'en donne pas automatiquement. Just know that it's already 9. So if you guys could maybe wrap it up or do a little summary. Okay. The last thing I would want to just point out is if there's the indications for cardiac resynchronization therapy would be that is another treatment that you can supply to heart failure patients, and which is if they have a large, a widened QRS or left bundle branch block, and they're in advanced stage heart failure, they would be a candidate for cardiac resynchronization therapy. Bon, alors il y a des patients à qui l'on peut recommander, what was that? The cardiac resynchronization therapy. OK. On va leur recommander une resynchronisation cardiaque pour des cas qui sont avancés, disons. So the EKG would show QRS complex widened left bundle branch block, QRS complex greater than 150, or it could be a little bit lower with left bundle. Then these patients, if they've had reduced ejection fraction, and it's been more than 40 days after a heart attack, and they're expected to live more than 1 year again, they should be going for that. Alors, les patients qui, par exemple, ont eu un infarctus il y a au moins 40 jours, et si on veut qu'ils vivent au moins 1 an, on va les référer pour ce traitement de resynchronisation cardiaque. These are more advanced stage people. And then for end stage, you can also consider sending them for, if they're very bad heart, they might need to have left ventricular assist device, or, be considered for transplant if they're very bad heart. But the left ventricular assist devices have been, people have been living with those for a couple of years while waiting for the hearts. And
So that's pretty much, and then again, statins are not considered part of guideline-directed medical therapy unless they need it. Keep them, so if they have anemia, of course, that could contribute to the heart failure. So these are just some questions that we reinforce what we did. But the summary would be make sure patients are on guideline-directed medical therapy early and try and include lifestyle changes. Bon, alors, en fait, les recommandations principales, ce sont bon, elle disait d'abord que les statines ne sont pas utilisées automatiquement, sauf si c'est nécessaire. L'anémie peut contribuer à empirer les choses et finalement, ce qu'on vous dit de faire en résumé, c'est de vous assurer que les patients suivent les directives de base, là, les choses qu'eux peuvent faire pour améliorer leur santé, c'est déjà important. Et ensuite, vous pouvez intervenir avec les médicaments appropriés. Thank you very much. Merci à tous. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser.